8 à la suite pour Détroit qui a battu Boston. Une victoire convaincante, la 8e de suite donc pour les Pistons. Victoire contre les Celtics 117-97. Shai, j'imagine que ça te fait plaisir. Pour moi, c'est presque la validation de la série en cours en fait. C'est tu es en pleine forme, tu es dans une belle dynamique et derrière tu joues les champions en titre et tu t'imposes nettement en dominant à domicile 117-97. Je le disais, du coup 20 points d'écart. C'est exactement ça, parce que personne leur en aurait voulu de perdre contre Boston au sortir d'une série comme ça de cette qualité. Non seulement ils ont joué décomplexés, mais en plus ils ont parfaitement géré la fin de match contre une équipe qui était, outre le fait que ce sont les champions en titre, c'est aussi une équipe qui était en forme, 6 victoires de suite. Et je les ai trouvés très efficaces, très sereins dans le quatrième quart-temps. Il y a évidemment Cunningham, Malik Beasley, il est incroyable. J'avoue que je croyais plus tellement en ce joueur. Moi non plus. Comme quoi, bon, entre les déboires extrasportifs, le talent qui est là, et il apportait dans les équipes où il était, il a toujours scoré, mais on a un peu de mal à trouver sa place. Là, il est parfait parce qu'il met un boxon pas possible dès qu'il est sur le terrain. Il est très très adroit à 3 points, on l'a évoqué l'autre jour. Là, il marque 26 points. Et en complément de Cunningham, ça a été parfait. De l'activité au rebond de Jalen Duren. À nouveau, il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas tant de changements que ça par rapport à l'année dernière sur le personnel en lui-même, mais cette Pas mal de équipe, elle vétérans quand respire. même. Les vétérans font une énorme différence quand même. Les C'est vrai, Tobias c'est les joueurs, Harris, c'est plus les jeunes, c'est vrai, Malik c'est plus les Beasley, jeunes joueurs Tim autour Hardaway. desquels. Ouais, t'as raison, c'est plus le noyau dur de jeunes, c'est-à-dire que parfois dans des équipes quand ça fonctionne pas entre les jeunes sur lesquels tu pensais miser, il y en a un ou deux qui sautent. Voilà, il y a toujours Kate Cunningham, il y a toujours Ozar Thompson, il y a toujours Jalen Duren. Et c'est vrai que les vétérans qui sont arrivés autour, ils apportent très certainement beaucoup. En plus de JB Bickerstaff, je le dis à chaque fois, je trouve que c'est le coach parfait pour ce type de projet, pour développer un club qui est soit stagnant, soit très orienté vers les jeunes comme c'est le cas. Et Détroit fait super plaisir à voir. C'est pareil, c'est le genre de phrase qu'on pensait pas spécialement dire en début de saison ou l'année dernière quand ils étaient dans une situation catastrophique. C'est une équipe qui est super cool à voir jouer parce qu'elle joue à fond. Et ils se rapprochent de la 4e place, mine de rien, c'est fou. Non seulement ils vont aller en play-off directement, j'y crois vraiment, je les imagine pas se vautrer d'ici la fin. Et en plus, ils vont peut-être, imagine s'ils attrapent l'avantage du terrain, ce serait assez dingue quand même. Ce serait une première depuis 2008. Peut-être depuis 2008 que la franchise n'a pas déjà gagné un match de playoff, mais du coup aussi en 2008, ils étaient allés jusqu'en finale de conférence. C'est fort là, ils ont fait preuve d'une grosse défense contre Boston quand même. Ils ont complètement éteint les Celtics en deuxième mi-temps. C'est pas donné à tout le monde, même s'il manquait Jalen Brown du côté de Boston. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres absents. Là de tête, des fois j'oublie les remplaçants, mais non, il manquait que Jalen Brown. C'est une équipe qui a des qualités, c'est sûr. Après, moi je me méfie un peu des bonnes dynamiques comme ça, sur des équipes comme ça. Généralement, ça va rentrer dans le rang. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, tout est du bonus à partir de. Là, j'ai l'impression que là, à partir de maintenant, pour Détroit, tout est du bonus. Et tu l'as dit, je pense que la 6e place, elle est plus ou moins assurée quand même. Il faudra une énorme fin de saison d'Orlando, parce qu'il y a quand même maintenant un écart conséquent en fait entre Détroit et la 7e place. Donc, à partir de là, tu sais plus ou moins que déjà, tu vas aller en playoff, c'est une franche réussite. Si tu finis 4, c'est parfait. Donc, tu n'as presque pas la pression. Tu vas comparer aux Bucks ou aux Pacers qui sont juste devant, qui ont quand même déjà un peu plus de pression d'assurer des victoires, de faire un parcours en playoff. Là, tout ce qui se passe à partir de maintenant, c'est du bonus. C'est une équipe qui a perdu 1 million de matchs sur les dernières années. Où on se disait, mais comment ils vont faire? Et en plus, ils ont Monty Williams qui prend un paquet d'argent. Alors, ils continuent de le payer, attention. Mais ils ont eu le courage d'assumer l'erreur, Monty Williams, en le coupant rapidement. Franchement, c'est incroyable. Sur les dernières saisons, je t'ai dit, l'autre jour, je parlais d'Orlando sur le gap d'une saison à l'autre. Faudrait regarder les différences de victoire d'une saison à l'autre. Ils vont être pas très loin de la meilleure performance dans ce registre depuis très longtemps. Donc, je dis pas du tout que... C'est pour ça que tu dis qu'ils vont peut-être rentrer dans le rang, etc. Mais c'est totalement ça. C'est du bonus. Et le simple fait qu'ils en soient là, c'est hyper prometteur pour l'avenir parce qu'ils sont... entre guillemets, trouver un franchise player. Ils croyaient en lui et ils ont insisté avec Kate Cunningham. Il est excellent. Et les joueurs autour, ils montrent qu'ils ont leur place dans la suite du projet. Peut-être des joueurs qui vont se dire c'est quand même pas mal, Détroit, c'est un projet cool. Cunningham, c'est un bon étendard pour la franchise. Et il y a encore une énorme marge de progression, attention. Et les joueurs individuellement en ont aussi. Cunningham va devoir confirmer. Ozar Thompson peut encore progresser. Les autres, bref, c'est une équipe qui fait super plaisir à voir et
Puis on aime ça, on aime pas, je le dis à chaque fois, moi j'aime pas voir les équipes se vautrer, enchaîner 10 défaites, devoir mettre tout le monde sur le trading block. Enfin, on a envie de voir les équipes performer et Détroit est en train de le faire et ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas fait, alors que c'est une équipe quand même qui a un passé, une histoire qui est importante. Ils sont déjà à plus 19 par rapport à la saison dernière. Aujourd'hui, c'est déjà plus 19. Et moi, ce que j'aime bien avec leur noyau dur de jeunes, c'est qu'il se trouve que c'est des gars qui sont complémentaires les uns avec les autres. C'est rare quand tu draftes plusieurs années de suite. Alors, ce qui est ironique, c'est qu'ils ont drafté Killian Hayes, puis Kate Cunningham, plus Jaden Ivey. Donc là, il y avait embouteillage. Mais sur le reste, Jalen Duren, tu vois, tu as le pivot très physique, rim runner, très athlétique. Kate Cunningham, le playmaker grand taille, capable de scorer un peu la star. Tu as Ozar Thompson, ailier de complément, très athlétique. Même Jaden Ivey qui est blessé, mais peut a priori se greffer. Après, ça va dépendre aussi de son adresse extérieure à Jaden Ivey pour exister à côté de Kate Cunningham. Mais il y a quand même, en tout cas, les trois. Ce qui est sûr, c'est que ces trois-là sont très complémentaires. Et après, autour, tu mets des joueurs solides. Tobias Harris, Malik Beasley. J'imagine qu'il est en contractière à ce stade. Parce que là, Malik Beasley, il me fait une saison absolument historique en termes de réussite à 3 points. On en avait parlé dans un CQFR. Il fait ce que seul Stephen Curry a réussi à faire dans l'histoire. Et attends, je vais regarder. Ouais, c'était sur 36 minutes et tout, mais oui, il est extrêmement. Il est évidemment en contractière. Il n'y a aucun suspense. Je ne sais même pas pourquoi je vais vérifier, en fait. J'aurais même pas dû avoir besoin de vérifier. C'est fou quand même quand il y a des mecs à quelques mois de signer un nouveau contrat. Tu sens que vraiment, il faut tout donner, quoi. Après, c'est pas illogique, mais il s'est retrouvé dans des situations, dans des équipes bien plus compétitives que ça. Il pourrait très bien faire ses trucs dans son coin et pas au milieu d'un collectif qui fonctionne bien. Donc ça, c'est à son crédit. Mais oui, mais de toute façon, c'est depuis la nuit des temps, les mecs qui sont en contractière, n'importe qui, hein, je sais pas, si nous demain on nous dit faut être performant, parce que tu joues ton avenir financier, professionnel et tout, bah. Tu donnes le max. Et tout le monde n'y arrive pas d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des contre-exemples dans les contractières, des joueurs qui, sous la pression, en font trop, la jouent trop soliste, et ça rayonne pas sur l'équipe. La Beasley, franchement, il est pas vieux, hein, il a quoi, 29 ? Il est pas trentenaire encore, mais c'est un joueur sur lequel je comptais plus, en fait. Non, moi non plus, ouais. Et là, superbe saison avec Détroit. New York a battu Philadelphie 110-105. Les Knicks qui enfoncent les Sixers, c'est la 9e défaite de suite pour les Sixers. Il n'y avait pas de Joel Embiid, évidemment, je pense qu'on ne le reverra pas, comme on l'a déjà dit. Il n'y avait pas de Karl Anthony Towns non plus pour les Knicks. C'est Ariel Hukporti qui a démarré dans le 5 majeur de New York. Tu connaissais ? Ouais, mais il a joué. Cette année, on l'a vu pas mal. Tu me l'as déjà fait celle-là en plus sur Hukporti. Non, si, quand même. 1,7 points par match. Ouais, non, mais il l'aime bien, Hukporti. Onyx. Par contre, le voir titulaire dans un match, c'est sûr que ça peut surprendre. Mais les Sixers, là pour le coup, ils se sont quand même pas mal battus. Ils ont posé des problèmes aux Knicks. Alors certes, l'absence de Kat joue beaucoup, mais ils étaient... À un moment, ils étaient pas mal à la bourre dans le 3e, ils avaient moins 15, et dans le 4e, ils reviennent, ils repassent devant. Et c'est à la fin que Bronson, il prend le match en main, il marque, je crois, 9 points de suite dans le 4e. Ouais. Et du coup, pour remettre les Knicks à l'abri. C'est ça. Mais les Sixers n'étaient pas si loin que ça. Et là, pour le coup, Maxi, j'arrête pas de dire qu'il est pas loin d'être irréprochable. Il a fait ce qu'il a pu à nouveau et il marque 30 points, ce qui est bien. Mais hyper maladroit à 3 points sur des tirs qu'il n'est pas obligé de prendre. Enfin, 12 sur 32 au tir, 0 sur 10 à 3 points. Je pense que ça résume ta pensée. Et Paul George a été plutôt pas mal. On l'a retrouvé un peu, il a retrouvé un peu de fluidité. C'est peut-être le fait d'être passé en mode abstinence de podcast. Je sais pas si t'as vu ça, mais juste derrière, il fait un bon match. C'est assez drôle même qu'il se soit senti obligé, en fait. C'est drôle qu'il se soit senti obligé, parce que je sais pas combien de temps lui prennent ces podcasts, mais bon, normalement, tu as quand même beaucoup de temps libre quand tu es joueur NBA. Il pourrait, on rigolait, on se moquait sur les podcasts, plus de podcasts que de matchs, de paniers, etc. Mais c'est une blague, tu vois. Dans le fond, en fait, il devrait avoir le temps. Après, si effectivement, lui a décrété qu'il avait besoin de se reconcentrer, mais c'est fou de se dire que les podcasts le déconcentraient. Enfin bref. Non, mais en fait, je pense que c'est bête et méchant. C'est-à-dire, je pense qu'il va voir les commentaires dans les podcasts et sur chaque épisode. C'est un bon podcast d'ailleurs. Ils se disent les mecs se disent des choses intéressantes. Il y a des invités cool. Paul George, il y a l'insight qui est intéressant. Mais je pense qu'il va regarder dans les commentaires, il y a tous les fans des Sixers dégoûtés qui... Et je dis ça, c'est de la théorie, je suis pas allé voir. Hein. Mais je l'ai déjà vu à une époque, et même sur les autres réseaux sociaux.
pense qu'ils vont tous lui dire, mec, arrête tes podcasts et va essayer de gagner des matchs. Enfin, et à mon avis, ça a dû le saouler un peu. Donc il a mis en pause pour. Alors, la manière dont il a annoncé, il a dit ça pour donner toutes les chances de repasser en mode conquête du titre. Bon, je peux peut-être pas aller aussi loin, Polo, mais voilà. Ah oui, c'est ça qui est trop bizarre, conquête du titre. Là, moi, je suis plutôt dans l'esprit de me dire, mais cette équipe, elle va peut-être juste finir la saison en roue libre. Mais bon, on verra. En tout cas, il a signé son premier match à 20 points depuis plus d'un mois et demi. 25 points, 7 rebonds, 8 passes. Il perd 7 ballons aussi. Mais quand même, Paul George au scoring était là. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis bon, les Knicks l'emportent quand même malgré tout. Ça fait 9 défaites de suite, tu l'as dit, pour Philadelphie. Dans cette semi-course au tanking avec Chicago, avec Brooklyn, c'est la fourchette semi-intéressante aussi. Et Toronto, il n'y a aucune de ces 4 équipes qui veut gagner des matchs. C'est comique. C'est vrai qu'à Toronto, Scottie Barnes n'a pas joué non plus, alors qu'il a joué le dernier et qu'il n'avait pas l'air plus touché que ça. Donc on commence à avoir du load management un peu arrangeant, je trouve. Allez, j'enchaîne avec la belle perf de Killian Hayes. Ça, tu vois, il y a quelques jours, donc le Thunder a battu les Nets 129-121. OKC a lutté. OKC a eu besoin d'un gros dernier quatrième quart-temps pour battre Brooklyn. Il y a quelques jours, on parlait de Killian Hayes. C'était genre 7 points, 5 passes ou 8 points, 7 passes. Je te disais, c'est cool, mais c'est pas le genre de performance qui fait que tu vas rester en NBA. Parce que 8 points, 7 passes, ça passe inaperçu en fait. Tu es en contrat de 10 jours, tu es dans une équipe où volontairement l'idée c'est de faire jouer des mecs de J-League. Si tu veux rester, il faut d'autres types de perfs. Et ben c'est typiquement le genre de perf comme hier soir. 19 points, 7 passes, 5 paniers à 3 points. C'est avec des Nets qui ont dominé OKC pendant une large partie du temps. C'est ce genre de performance qu'il faut reproduire pour que Killian Hayes vraiment puisse attirer l'attention, je pense, d'un recruteur, d'un GM NBA, que ce soit à Brooklyn ou ailleurs, même si les Nets ont fini par perdre contre le Thunder. Après, ces performances-là, tu les fais contre la meilleure équipe de la ligue ou pas loin, c'est sûr que ça a plus de résonance. Moi, je trouve que c'est dans la lignée de ce qu'il avait fait sur les derniers matchs, sauf que là, il y a l'adresse extérieure. Il y a les risques pris offensivement aussi. Tous les tirs qu'il a pris et qu'il a mis sont pas ouverts. Regardez sur sa performance, c'est parfois des prises de risques intéressantes. Pour un joueur qui a un aussi faible pourcentage à 3 points, c'est intéressant qu'il ait cette agressivité-là. Et tant mieux qu'il l'apprenne dans une équipe qui joue pas grand-chose et où il y a beaucoup d'absents. Moi, je suis encouragé. J'ajouterais quand même que, alors certes, c'est bien de faire ces perfs-là, mais ça fonctionne pas toujours et parfois c'est des questions d'agents. Oui. J'ai un exemple en tête, parce que je parle souvent de lui, là il est blessé en ce moment, mais Jalen Horde, quand il fait ses perfs en NBA avec OKC, pareil, dans un contexte où il n'y a plus personne, l'équipe est surtout constituée de jeunes, de joueurs qui viennent de G-League, il fait des matchs, je crois qu'il y a un match, il prend 20 rebonds, 15 points, 20 rebonds, il a fait une série de matchs de haut niveau statistique, et derrière, ça n'a pas suffi parce que, à ma connaissance, au niveau boulot fait par l'agent, au niveau le fait de se marketer ou pas, de faire les bons training camps avec telle ou telle équipe, parfois ça suffit pas. Donc pour Killian Hayes, il faut continuer comme ça, t'as raison. Et je veux dire, il a le niveau. C'est pas, le mec n'a pas été drafté aussi haut par hasard juste parce qu'il est pote avec quelqu'un. T'as des experts, des spécialistes qui le mettaient comme le plus gros potentiel peut-être de la draft. Alors ils se sont trompés, clairement. C'est Kevin O'Connor. C'est Kevin O'Connor. Il aime bien faire le malin, Kevin O'Connor. Mais effectivement, il avait numéro 1 de son board. Évidemment qu'il y a du potentiel. Enfin, sur le playmaking, les qualités défensives, il est au niveau il a le niveau pour jouer dans une franchise NBA. L'adresse extérieure fait beaucoup. Faudra que, s'il arrive à se stabiliser, à trouver un pourcentage sympa, à continuer de se montrer sur le reste de la saison, parce qu'il va les avoir, les opportunités. Il est titulaire. C'est pas des bouts de match, c'est pas du garbage time. Killian Hayes est titulaire. Peut-être qu'il va taper dans l'œil d'une équipe, ou juste simplement montrer aux Nets qu'ils peuvent compter sur lui pour la suite des opérations, et ce serait très bien. Franchement, ça fait plaisir de le voir comme ça. Ouais, non, c'est clair. C'est un mec qui a le profil NBA. Le problème, c'est que tu es dans un profil où tu dois être très fort. Tu es meneur qui a la balle, tu joues des pick and roll, faut que tu sois très fort. Parce que si tu n'es pas très fort, on se dit pourquoi je te garde en fait, je vais avoir un autre playmaker numéro 1. C'était le problème aux Pistons. Il était bon aux Pistons. Les gens se moquent de Killian Hayes. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent quelles étaient ses stats parce qu'il y avait les pourcentages de maladresse, mais en fait, il n'a pas eu des stats ridicules en NBA, Killian Hayes, loin de là.
malgré des blessures, à chaque fois, il enchaînait plutôt des performances. Sauf que tu fais des stats correctes, on va dire. C'était pas non plus extraordinaire, mais tu es genre autour des 8-9 points, 10 points, 5-6 passes dans une équipe faible. Mais le problème, c'est que voilà, dans une équipe faible, on se dit, ben non, mon meneur, faut qu'il fasse 20 points, 10, tu vois. Il fait 20 et 10. C'est Cade Cunningham, c'est la star. Vu qu'il a un rôle de star, faut que ce soit une star, tu vois. Et si tu veux être un meneur backup, c'est compliqué parce qu'il faut les meneurs backup qui font gagner, en fait. Les TJ McConnell, on veut un meneur très expérimenté, très malin. Ce que peut être Kylian, mais à droit aussi, tu vois, quelque part. Bah, c'est Peyton Pritchard, c'est TJ McConnell, c'est Tyus Jones. Tu vois, est-ce que tu vois Kylian Hayes dans ce moule? Pas forcément. Est-ce que tu vois Kylian Hayes dans le moule Jalen Brunson? Pas forcément non plus, tu vois. C'est un peu moi aussi, je pense qu'il a le profil et les qualités pour être en NBA. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas le rôle, en fait. Qu'il n'y ait pas le rôle qui puisse être le sien. Mais tu as raison, c'est aussi une question d'argent. J'espère que quelqu'un va trouver ça, tu vois. Question de contexte aussi. Je veux pas du tout le disculper de la responsabilité de ne pas avoir percé à Détroit. Hein, mais on sait pas, peut-être que dans d'autres contextes ça aurait été mieux. Il était dans une franchise qui était quand même dysfonctionnelle, avec d'abord un coach qui est un très bon coach, Dwayne Casey, hein, mais qui a jamais été connu pour parfaitement développer les jeunes joueurs. Il a aussi sa propre responsabilité, très, très certainement, sur le type de travail qu'il a fourni pour progresser. Bon, et derrière, il est coupé, ce qui est assez rare pour un joueur drafté aussi haut. Et parfois, c'est l'histoire d'une carrière. Tu as des traversées du désert, et puis tu reviens et tu trouves le rôle qui te convient. C'est pas du tout le même joueur, mais tu as des mecs comme Sean Livingston qui ont eu des traversées du désert à cause de blessures, parce que personne ne croyait plus en eux. Il y avait un énorme potentiel de base aussi. Et puis finalement, petit à petit, en mode grind, ils ont retrouvé des places en NBA jusqu'à être des membres importants et très importants de leur équipe. Là, c'est de la projection. Je ne sais absolument pas ce que sera l'avenir de Kylian Hayes, mais moi, je crois en lui pour une place dans une rotation NBA. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais, c'est sûr, c'est ce qu'on lui souhaite. Les Pacers ont battu les Raptors 111-91. Voilà, pas grand-chose à dire sur ce match, si ce n'est que Tyrese Haliburton a fait un gros match avec 33 points, 11 passes et 12 sur 15 au tir. Atlanta a perdu largement contre Miami, victoire 131-109 du Heat, avec 24 points de Tyler Herro, 24 points de Duncan Robinson. On a vu, on a Théo qui nous a parlé de la profondeur du Heat par message sur WhatsApp, je ne sais pas si tu te souviens. Et là, c'est exactement ce qu'on a vu sur ce match-là, avec plein de joueurs du Heat qui sont performants, de Bam Adebayo à Andrew Wiggins, Davion Mitchell qui met 20 points, Tyler Herro, Duncan Robinson. Bref, il y a effectivement des bons joueurs du côté de Miami. Eux aussi, ils sont très dépendants. Ouais. Ils sont très dépendants de leur adresse extérieure, hein, parce que les jours où ça rentre pas, ils ont pris des roustes il n'y a pas si longtemps. Là, ils sont à un panier à 3 points de leur record de franchise. Ils en mettent 23 quand même. Donc ils sont quand même très dépendants de ça. Hein. Ces dernières années en général, même avant ou après Butler. Je trouve qu'il y a de la profondeur à Miami, mais c'est... Je vais pas dire le mot plein de joueurs middle, parce que middle, on met tout de suite une connotation péjorative, alors que c'est pas là ce que je veux dire. Il y a plein de joueurs, je vais dire des bons joueurs, mais c'est pas une profondeur de très bons joueurs. Genre, au contraire, ça manque vraiment de très bons joueurs. Il y a plein de joueurs plutôt corrects, mais qui sont plutôt des role-players. Donc, tu as une rotation profonde en role-player, mais ça manque un peu de talent quand même du côté de Miami. Pour les Français, Rizaché, 11 points, 3 rebonds, 3 passes. Il a été à droit, 4 sur 6 au tir. Voilà, tout ça en 26 minutes. Portland a battu Washington 129-121 avec le record en carrière de Shedon Sharpe qui a mis 36 points en sortie de banc et qui nous a offert peut-être déjà, on est que en février, mais peut-être déjà le dunk de l'année en fait. Il a lâché un énorme poster sur Justin Champagny. Allez regarder ce dunk, c'est assez dingue. Sur le coup, quand j'ai d'abord vu parce que j'ai pas regardé ce match, hein, mais j'ai vu les exclamations des gens sur Twitter. Je suis allé voir et puis sur la première image, plus fort. Alors je me suis dit bon, oui, c'est bien, c'est spectaculaire et tout. Il y a plein de trucs, mais je m'attendais un peu à plus. Par contre, quand tu le regardes sous d'autres angles, le temps qui reste en l'air, la position dans laquelle il décolle, la distance au cercle quand il commence à enclencher le move, il est exceptionnel. Mais Shedon Sharpe est un dunker exceptionnel en match, même plus qu'en concours probablement. Hein. Il a cette détente et cet athlétisme qui est exceptionnel, et je pense qu'il va en coller. Il va coller quelques tartines tout au long de sa carrière, celui-là. Surtout quand il aura trouvé un peu plus de constance. Toi, tu faisais partie de ceux qui pensent que c'est peut-être le plus gros potentiel qu'il y avait à Portland. Je pense, ouais. Et par séquence, il le montre quand même, là, le bazar qu'il met en sortie de banc, c'était impressionnant aussi. Ouais. Ouais, je pense que c'est je dirais le plus gros potentiel des Blazers. Ce qui est marrant, c'est que Portland, en fait, essaye de gagner vraiment des matchs sur cette fin de saison. Les
les Trailblazers ont finalement qu'une victoire de moins que les Suns. Alors bon, ils sont quand même loin de la 10e place, tu vois. Mais Portland, ça va arranger San Antonio, ça en fait. C'est que Portland n'est pas en mode tanking. Donc Portland aura moins de chances de choper le gros lot à la loterie, mais les Blazers montrent des progrès. Ils font jouer leurs vétérans. Hein. Jeremy Grant, il joue 37 minutes hier soir, 36 minutes pour Anthony Simmons. Voilà, il y a une volonté quand même d'essayer de gagner un peu, peut-être de mettre les jeunes dans un moule. Allez, on essaie de passer un cap. Maintenant, il faut espérer du coup que dans ce projet, il y en ait un vraiment qui se révèle comme une star, que ce soit Scoot Anderson ou Sheldon Sharp. À voir. Sheldon Sharp, il a un truc. Après, j'arrive pas à savoir jusqu'où il peut aller. Je me dis que si c'était vraiment un All-Star en puissance, on l'aurait peut-être déjà vu, même si je l'ai déjà présenté comme tel. Je me dis, on l'aurait peut-être. Si c'était un multiple All-Star en puissance, on va dire. Parce que All-Star sur une saison, il pourra l'être, mais c'est multiple All-Star en puissance, je pense qu'on l'aurait peut-être déjà vu. Mais bon. À voir, ouais. Mais moi, je suis partagé entre la pure logique sportive. Normalement, inciterait à dire, vaut mieux perdre des matchs, surtout sur des années où il y a des bons talents à la draft. Mais j'ai tellement été déçu et un peu saoulé par ce qui se faisait à Portland ces derniers temps, depuis le départ de Lillard en gros, que ça fait plaisir de les voir jouer comme ça, et ils sont intéressants à voir jouer en plus. Donc bon, c'est vrai qu'ils se sont mis à refaire jouer un peu plus les vétérans en cours de route. L'Avdia s'est blessé, ça me chagrine un peu, mais ils sont quand même ils sont quand même un peu loin de la 10e place. Je pense pas qu'ils feront le play-in, mais l'état d'esprit est intéressant, on va dire. Et sinon, juste du côté des Français, 16 points pour Bilal Koulibaly. Les Clippers ont battu les Bulls 122-117. 30 points pour James Harden. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur ce match. Il manquait Norman Powell et Kawhi était revenu après deux matchs d'absence. Ouais, 17 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions pour Kawhi Leonard. Sacramento a battu Utah 118-101. Gros coup de chaud des Kings en termes d'adresse. 26 points de Keegan Murray, qui fait une saison un peu anecdotique, mais qui a été bon cette nuit. 22 points pour Zach LaVine. 25 points pour Walker Kessler. C'est ça, ce match de Walker Kessler, il fait 25 points, 14 rebonds, 5 passes à 100%, sans perte de balle. Il y a un seul autre joueur qui a fait ça dans l'histoire, Nikola Jokic. Voilà. 25 points, avec au moins 25 points, 10 rebonds, 5 passes et aucune perte de balle en tirant à 100%. Ça fait un peu alambiqué, il y a beaucoup de stats dedans, mais c'est en gros quelqu'un de parfait en adresse, qui perd pas de ballon, qui marque beaucoup de points et qui prend des rebonds avec des passes. Donc une performance un peu Jokicienne, si je puis me permettre. C'est quand même spectaculaire. Voilà. Yes, tu fais bien de le souligner. Sacramento qui est quasiment pour moi qualifié, ça y est, pour le play-in. Il y a 3 victoires d'avance sur Phoenix, c'est ça, hein? Après, il reste du temps, hein. Mais oui. Parce que disons que les Suns vont devoir y aller. Si les Suns ne devaient pas du tout y aller, je t'aurais dit oui, c'est joué. Mais là, 3 matchs, sachant qu'il en reste 30 quand même, 20 et quelques, 3 matchs, ça se remonte. Tu vois, moi, j'y crois pas. T'as vu l'ambiance? Ils disent tous KD, il cache même pas le fait qu'il va sans doute être tradé à la fin de la saison. Il parle des trades qui auraient pu arriver en cours de route et pourquoi il a pas voulu partir. L'ambiance, super, quoi. Non, mais un peu comme toi, ils ont perdu 2, ils ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs, les Suns. Un peu comme toi, je pense aussi que Sacramento va aller au play-in. De toute façon, c'est simple, les Suns ont un bilan négatif, les Kings sont encore dans un bilan positif. Il y a Dallas, Golden State, Minnesota, les Clippers qui sont vraiment à la lutte. Je pense pas non plus que Phoenix arrivera à se mêler là-dedans. Par contre, Sacramento, aller en playoff, ça va être plus compliqué, quoi. On verra qui sortira du play-in. Il y aura un sacré play-in à l'ouest. Ça va être rien à voir avec le play-in de l'Est. Il y aura potentiellement 4 équipes sous les 50% de victoire, là où le play-in de l'Ouest, il y aura 4 équipes au-dessus des 50% de victoire. Je pense que ça résume plutôt bien le problème. Et Houston a battu San Antonio 118-106. Les Spurs qui sont cata de toute façon. Alors là, Stephen Castle, il a eu du temps de jeu. Là, ça, il a eu 30 minutes, il a mis 22 points avec 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Je pense qu'on va shifter vers l'objectif de fin de saison. Ça va être de lui assurer peut-être son Roy. Chris Paul, De'Aaron Fox, encore catastrophique en termes d'adresse. 7 points d'Aaron Fox, 3 sur 12 au tir, 1 sur 5 à 3 points. Chris Paul, 1 sur 5 au tir. Ça y est, là, c'est le roue libre des Spurs, quoi. Je sors tous les soirs les stats d'adresse des 4, Vassell, Paul, Fox et Castle. Donc Castle fait un bon match, hein, tu l'as dit quand même. Mais quand tu mets les 4 qui sont censés porter offensivement l'équipe, 17 sur 48 encore cette nuit, et c'est un peu sauvé par Castle qui en a mis 9 quand même. Donc la dégringolade, elle
elle était attendue. Hein. C'est pas une énorme surprise non plus. Sur les 4 derniers matchs, ouais, 4 défaites. Ouais, mais regarde, genre sur les 4 derniers matchs, Fox, il est à 34% et 21% à 3 points. Vassell, il est à 31%, 22% à 3 points. Chris Paul, il est à 28%, 27% à 3 points. Et Castle, il est à 33%, 15% à 3 points. Mettre pas un shoot, quoi. Je suis désolé, on va encore une fois parler du trade de Luka Doncic, mais c'est pas de notre faute en fait, parce que c'est les Mavs qui font tout pour remettre ce trade sur le tapis en fait. C'est en tout cas les Mavs, les médias bien sûr, mais via les Mavs parce que les infos elles peuvent venir que des Mavs, c'est-à-dire qu'on a encore eu un point sur le pourquoi on a fait ce trade à Luka Doncic. On s'inquiétait, on voyait qui buvait de la bière, qui fumait des chichas. On s'est dit, ça va tourner à la catastrophe. Voilà, ça c'est grosso modo le message envoyé par la direction dans le dernier article qui est publié sur The Athletic. Ouais, donc c'est The Athletic, un média sérieux, c'est pas un compte Twitter isolé qui dit tiens, on suppose que machin, ils ont eu des gens des Mavs en direct, que ce soit Nico Harrison ou des gens du front office, dans la foulée comme par hasard du match Dallas-Lakers, dans lequel il a signé un triple-double, où tout le monde a vu qu'il était en bonne forme physique. Plutôt que de laisser, plutôt que de se positionner en mode vous verrez, on a fait un choix et vous verrez ce qu'il en est dans quelques années, on est persuadé que son corps va le lâcher. Eh ben, il continue de donner des infos en disant c'est parce qu'il buvait de la... C'est littéralement ce qui est dit dans l'article. Hein. Parce qu'il buvait de la bière et qu'il était en mode Luka Doncic plutôt que Luka Doncic. Et à nouveau, on a l'impression que les membres des Mavs, pour ne pas dire juste Nico Harrison, considèrent que tous les autres grands joueurs dans l'histoire de la NBA qui ont gagné, plus ou moins, avaient une hygiène absolument parfaite. Ne fumez pas de cigares et ne buvez pas en jouant à des jeux de cartes jusqu'à 5h du mat comme Michael Jordan. Mangez pas ultra bien comme Shaquille O'Neal. C'est des joueurs qui ont gagné beaucoup de titres, hein, ou fumez des joints tout au long de la saison comme Kevin Durant et autres. Juste tapez Kevin Durant ou K sur Google. Vous verrez le nombre de photos différentes de Kevin Durant en train de fumer la chicha. Certains vont te dire peut-être que son corps a lâché à cause de ça, donc j'en sais rien. Oui, peut-être, mais effectivement, Kevin Durant, il n'a pas eu la. Mais c'est un mec qui a été 2 fois champion et qui est encore aujourd'hui à 37 ans et un des meilleurs joueurs de la ligue, quoi. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que cette abondance d'informations et de justifications est quand même. Je la trouve abusée. Enfin, j'aurais bien plus compris qu'ils nous disent on ne parlera plus de Luka Doncic. Nous, personnellement, il n'y aura plus d'infos. Vous n'avez pas trouvé des articles où des membres des Mavs s'expliquent à ce sujet. On a pris cette décision, on l'assume. Point barre. Vous verrez on verra si notre calcul a été le bon. Et c'est terminé. Alors que là, il y a encore ça distille des infos ici et là. On peut noter, on n'en a pas parlé l'autre jour, mais t'as vu on a dit que Luka a eu des embrassades avec tout le monde dans l'effectif quasiment, mais pas avec Jason Kidd. Donc il y avait la rumeur selon laquelle Kidd était finalement plutôt on board avec la décision, quelle qu'en soit la raison. Hein. C'est assez curieux aussi. Pour moi, ça expliquerait qu'il soit encore là, mais tu te rappelles à l'époque dans ma réaction un peu à chaud, j'avais dit si je suis Jason Kidd, que j'ai pas envie, que je suis pas d'accord avec Nico Harrison, j'ai une équipe qui est finaliste, qui peut gagner le titre parce qu'elle a Doncic et l'équipe qui est construite autour. Je démissionne parce que je peux pas faire mon travail en fait. Enfin, je suppose, à moins qu'il ait fait des investissements foireux au fil des ans, c'est un joueur carrière Hall of Fame, salaire de Hall of Famer, salaire de coach de nouvelle génération, donc il a quand même aussi pris des sous entre Brooklyn et Milwaukee et donc Dallas. Je suis pas sûr qu'il soit à 1 an ou 2 près tu vois, avec ces salaires-là, je pense qu'il pouvait démissionner s'il était vraiment pas du tout d'accord. Moi, je ne suis personne, je suis pas un coach NBA. Si tu m'enlèves mon meilleur atout pour travailler de manière invraisemblable et que je suis pas d'accord avec, je mets soit un coup de pression, soit je me barre. Et c'est vrai que j'avais un peu interprété comme ça, moi. Il y a plein de trucs qui me gênent. Je suis désolé, je suis obligé encore une fois de taper sur les Mavericks. C'est comme tu as dit, on dirait que tu veux convaincre tout le monde et qu'au final, tu cherches surtout à te convaincre toi-même, en fait. J'ai l'impression que les Mavs, le backlash, ça ne va jamais revenir en arrière. C'est-à-dire que la fanbase des Mavs, dans sa large majorité, en veut absolument à Nico Harrison, trouve ça absolument catastrophique. Et c'est pas parce que tu répètes à qui veut l'entendre que Luka Doncic il buvait des bières et qu'il fumait des chichas
et que ça courait à la catastrophe, c'est pas comme ça que tu vas récupérer le soutien de ta fanbase. Parce que comme tu l'as dit, des super joueurs, des superstars qui ont une hygiène de vie, on n'en a même pas parlé, mais c'est marrant, il y a le truc dont nous on en a parlé en off de LeBron James et de Miami. Comment Dwayne Wade savait que LeBron James allait partir de Miami, c'est le jour où Pat Riley a retiré les paquets de gâteaux que s'enfilait LeBron dans l'avion, des paquets de gâteaux pleins de sucre, bien produits industriels. On sait que LeBron il prend soin de lui, mais bien sûr que tout le monde a des dérives. LeBron il s'enfilait dans l'avion tout le temps des paquets de cookies. Et le jour où Dwayne Wade a vu qu'il n'y en avait plus dans l'avion, il a su LeBron il va partir. Et LeBron, Tout le monde a ses failles. Quand ils étaient en pleine, il raconte ça, je sais plus dans quel passage, dans quel podcast, où il dit LeBron à chaque fois il avait son sac de cookies pendant les parties de cartes, et là en pleine partie de cartes il a réclamé son sac de cookies, et on lui a dit que Riley avait interdit les. Alors c'est pas que les cookies, c'était pas contre LeBron, hein. Il interdisait les repas non prévus par les chefs de l'équipe ou les chefs individuels. Et que du coup il a cessé la partie de cartes, il a boycotté en disant non c'est pas possible, il me faut mes cookies. Donc on n'est pas sur des demi de bière et des trucs comme ça, mais ils ont tous des petites. LeBron il boit du vin. Alors il y en a qui vont dire qu'un verre de vin par jour c'est bon pour la santé. Moi j'en ai aucune idée. Il boit dans ce cas il boit du vin aussi. LeBron regarde la santé dans laquelle il est actuellement. Enfin. Bien sûr, ils ont tous des trucs. Tu vois, Larry Bird, il buvait. J'ai dit, tapez sur Google Kevin Durant Hookah. Et sachant qu'il fume pas, vous pouvez taper aussi Kevin Durant marijuana, hein. Il y a une interview où Kevin Durant il reconnaît qu'il est complètement défoncé. Je veux dire, à partir de là, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas l'acharnement là-dessus. Sachant qu'au final, ce qui compte, c'est ton joueur, est-ce qu'il est présent et est-ce qu'il te mène loin? Et ça, c'était le cas. Et j'ai vu un autre truc, il y avait aussi ce machin de ouais, quand Jaylen Brown l'a bloqué en finale, on s'est posé des questions. Mais déjà, les Mavs sont allés jusqu'en finale. Ensuite, qu'il y ait quelqu'un qui ait bloqué un autre joueur en finale, ça veut dire les Cavs, quand LeBron il se fait complètement éteindre lors des finales 2007, les Cavs, ils auraient dû se dire oula, Bruce Bowen, là, il a bloqué LeBron James. Peut-être que LeBron James, on va peut-être pas miser sur lui. Quand LeBron se fait complètement éteindre lors des finales 2011, le Heat aurait peut-être dû se dire ce LeBron James, là, c'est pas ouf, hein. Attends, maintenant je te donne les stats parce que donc ils ont tourné ça sur Luka Doncic qui se fait éteindre en finale. Tu te souviens un peu des finales? Tu te souviens du niveau de Kyrie Irving? Et c'est Bien pas sûr. contre Kyrie Irving, mais juste Luka, il a donc fait les finales, il tournait à 29 points par match, 47% au tir, ce qui est adroit pour un joueur de son standing. Certes, il était à 24% à 3 points, il a manqué d'adresse à 3 points. 9 rebonds, plus de 5 passes, et il était encore avec un plus-minus positif, sachant que les Mavs perdent en 5 manches contre les Celtics. Luka Doncic avait un plus-minus positif. Les stats de Kyrie Irving en finale, 19 points, largement en dessous de ses standards jusqu'à présent sur les playoffs, 41% au tir en prenant 20 tirs par match. Kyrie était complètement passé à côté, 27% à 3 points, 3 rebonds et 5 passes avec un plus-minus négatif. Comment tu as pu penser on a vu Jaylen Brown éteindre Luka, on s'est dit non, ça va pas marcher. Mais c'est ses premières finales, tu joues une équipe, on rend pas assez hommage aux Celtics, mais c'est vraiment une équipe de fous malades, l'équipe que les Mavs ont affrontée. Comment tu peux penser vraiment, l'autre il se coltinait des Jrue Holiday, des Derrick White, des Jaylen Brown, et il sort encore 27 points, 9 rebonds, 5 passes avec un plus-minus positif, 47% à 3 points, et tu te dis non, il fume de temps en temps, il boit, non, ça va tourner à la catastrophe. Et tu le répètes dans la presse, tu le répètes. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est de pire en pire. Chaque fois, chaque message. À un moment juste, comme tu as dit, tu es sûr de toi, tu es sûr que ça va se planter. Reste comme ça, reste dans ton coin, attends, encaisse, et le jour où Luka Doncic se plante, là tu pourras dire hep. Oubliez pas que je vous l'avais dit. Mais là, franchement, le fait que tu le répètes partout, c'est comme tu as dit, c'est que tu as l'impression, déjà, que c'est une guerre d'ego, et 2, c'est que tu essaies de te convaincre toi-même, en fait. Tu n'es déjà pas serein. Le fait qu'ils n'avaient pas anticipé le backlash, franchement, c'est des connexions. On va dire, et voilà, dans les commentaires, il y aura le timecode, donc vous pourrez passer cette partie, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui trouvent qu'on en parle trop, et surtout qu'on défend de manière trop unilatérale Luka Doncic sans jamais voir les supposés avantages pour les Mavs. Parce qu'on dit ce qu'on pense. Voilà. Donc voilà, désolé si ce passage vous a agacé à nouveau, mais moi je suis pas désolé, moi. Je vous le dis, je dis direct. Pourquoi être désolé? À un moment, tu vois, on commente ce qui se passe, et moi,
premier, hein, moi je ferais, si Luka il se plante, si Luka il reste pas aux Lakers, si Luka il s'écroule dans les 5 ans qui viennent, je dirais. Et encore, même pour ça, il faudrait que les Mavs gagnent. Il faudrait que les Mavs gagnent. Bah, je dirais direct, si les Mavs gagnent avec Anthony Davis un titre, je dirais tout de suite, ah ouais, non, bah, bien vu, je serais le Bien sûr. premier à faire. Ce sera l'intro, je ferai le plus gros mea culpa de toute l'histoire de YouTube. Mais Moi, il faudrait ça, donc que les Mavs soient meilleurs qu'avec Doncic. Et surtout, et pas que Doncic se plante sportivement avec les Lakers, ça peut arriver. Moi, c'est plutôt si son corps le lâche dans les 2 ans et qu'on le revoit plus et qu'il y a plus moyen qu'il redevienne le joueur qu'il était. Là, je me dirais, bon, ok, ils avaient anticipé quelque chose qui s'est produit. Sauf qu'à nouveau, il y avait moyen de récupérer autre chose, sauf si toute la ligue était au courant que son corps allait le lâcher, ce qui me semble quand même pas être le cas. Mais bon, allez, ça on l'a dit 1 milliard de fois, bref. ouais, t'as raison. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. A priori, on parlera pas de Luka Doncic. En tout cas, si peut-être parce que les Lakers jouent, j'ai pas fait gaffe fait gaffe s'il y a les matchs des Lakers, mais on ne reparlera peut-être pas de ce trade. Effectivement, les Lakers jouent contre les Timberwolves. Et les Mavs jouent justement contre les Hornets. Donc j'imagine que Dallas va quand même pouvoir aller chercher une victoire. Les Hornets qui sont sur la pire série de 3 matchs de suite de tous les temps. Il n'y a jamais eu une équipe qui s'est pris 3 corrections aussi lourdes que les Hornets sur les 3 derniers matchs. Allez, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.